Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder les croyances limitantes et principalement celles qui reviennent très fréquemment chez les auteurs. Et bien que ce soit des croyances que l'on retrouve principalement chez les auteurs, elles peuvent très fortement faire écho à un peu tous les domaines, surtout ce qui concerne la création. Donc même si vous n'êtes pas écrivain, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des excuses, valables ou pas, qui nous empêche d'écrire. Je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, le sommaire d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va revenir sur ce que sont ces croyances limitantes, ce qu'elles engendrent et essayer de savoir un peu d'où elles viennent. Ensuite, je reviendrai sur une douzaine de croyances limitantes qui reviennent très fréquemment chez les auteurs. Et pour terminer, je vous donnerai quelques petits conseils pour essayer de se défaire de ces croyances limitantes. C'est parti. Tout d'abord, que sont les croyances limitantes? Une pensée limitante est une croyance que nous allons considérer comme vraie, comme indéniable et que nous n'allons jamais remettre en cause. Et cette croyance, comme son nom l'indique, eh bien, elle va nous empêcher d'avancer, elle va nous limiter. Ce sont de véritables freins, des blocages mentaux qui nous empêchent au quotidien d'entreprendre et de réaliser tout un tas de choses. Pour une personne qui a cette croyance, il s'agit d'une certitude qui persiste pour certains depuis des années sans qu'elle soit jamais remise en question. Pourtant, son nom même indique que non, ce n'est pas une vérité. Mais toute la difficulté est là. Réaliser qu'il s'agit d'une croyance, être capable un petit peu de séparer le vrai du faux, mais on reviendra là-dessus plus tard dans la vidéo. Maintenant, les conséquences de ces croyances. Alors, ces croyances limitantes, aussi appelées croyances limitatives, pensées limitantes, pensées paralysantes, enfin, elles ont tout un tas de noms, mais comme leur nom au pluriel l'indique, leur conséquence principale, c'est de nous limiter. Ouais, je sais, c'était la meilleure définition de toute la chaîne, là, je pense. Dans nos actions, dans ce que nous allons réaliser, dans ce que nous souhaitons entreprendre, mais également dans nos envies, nos ambitions et ce que l'on rêve de pouvoir accomplir. Ça va avoir un petit peu le même effet qu'un gros manque de confiance en soi ou que certains aspects du syndrome de l'imposteur. Et souvent, ces trois notions sont quelque part un petit peu liées. Se dire « je n'y arriverai pas »,« je n'ai pas ce qu'il faut »,« je ne suis pas fait pour ça »,« je n'aurais jamais dû entreprendre une telle chose ». Toutes ces idées, en fait, vont vous bloquer et vont vous empêcher d'avancer. Qu'on se dit « je n'y arriverai pas », donc on ne le fait pas. Donc la conclusion, c'est que oui, nous n'y sommes pas arrivés. Donc ça va valider cette croyance, voire la renforcer, voire en créer de nouvelles. Certaines personnes vont aller jusqu'à adapter leur comportement pour correspondre à ces croyances et du coup ne retiendront et ne noteront que les points négatifs et qui viendront alimenter la croyance de base. C'est un cercle vicieux dont on se passerait bien et je vous donnerai à la fin de la vidéo quelques conseils pour se débarrasser un petit peu de ces croyances ou tout du moins pour apprendre à les reconnaître et à un petit peu moins les écouter. D'où viennent ces croyances? Alors déjà, il faut savoir qu'elles touchent absolument tout le monde, même les personnes qui entreprennent énormément, qui accomplissent beaucoup de choses, les personnes qui réussissent également, eh bien elles aussi, elles sont touchées par ces croyances limitantes. Alors la différence entre elles et les personnes qui ne se lancent pas, eh bien c'est tout simplement leur capacité à analyser, peut-être leur capacité à un moment avoir pointé du doigt ces croyances et à s'être dit non, c'est faux. Elles ont certainement appris à vivre avec et à les mettre de côté. Et comme je le disais à la fin de la vidéo, je vous donnerai certains conseils qui moi m'ont aidé et qui pourront peut-être vous aider pour se défaire de toutes ces croyances. Alors d'où viennent-elles? Comme dans pas mal de mes vidéos, je préfère le rappeler, je ne suis pas là pour faire un cours de psychologie, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Tout ce que je vous raconte toujours dans mes vidéos, et ben en fait c'est mon expérience, l'expérience d'autres auteurs que j'aurais pu interroger, mais également mes recherches. Ça s'arrête là. Certaines pensées limitantes nous viennent de notre enfance et sont parfois héritées de nos parents ou de nos proches. Bah oui, parce que nos parents, souvent, on les écoute, on a tendance à reproduire un peu ce qu'ils font. Donc si nos parents nous ont répété à nous ou se sont répétés à eux qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose, eh bien à force, ça rentre. C'est comme ça. Alors attention, je ne suis pas en train de blâmer nos parents, je ne suis pas en train de mettre tous les maux de l'humanité sur les épaules. Personnellement, j'ai des parents qui m'ont toujours énormément soutenue, qui m'ont toujours aidée, qui m'ont toujours poussée à entreprendre et à me lancer dans ce quoi je voulais me lancer. Et pourtant, j'ai un syndrome de l'imposteur, mais comme ça,
j'ai des croyances limitantes, j'ai des problèmes de confiance en moi, et pourtant voilà, mes parents m'ont toujours soutenue. Donc voilà, je le répète, on n'est pas là pour aller blâmer nos parents. Ça peut venir également de notre entourage au sens plus large, comme par exemple des personnes au travail, mais parfois c'est nous-mêmes qui allons saisir un petit mot ou interpréter une petite phrase, le doute va s'immiscer à la suite de ça et on va le faire grandir et grandir et grandir jusqu'à ce qu'il soit bien là, bien installé et qu'on n'arrive plus à s'en défaire. Les pensées limitantes peuvent également venir de croyances populaires et de notre éducation au sens large. J'en profite pour faire une petite parenthèse et parler du fait que les femmes sont quand même plus touchées par les pensées paralysantes que les hommes. Ça va dépendre des domaines, mais dans notre société, même si jamais les choses évoluent et on tend de plus en plus à quelque chose de plus positif, il reste quand même beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui continuent de considérer que certaines activités ne sont pas pour les femmes. On va leur dire une femme n'est pas faite pour ça, elle n'a pas ce qu'il faut, etc., etc., etc. Je vais prendre mon cas à moi. J'évolue dans des milieux masculin. Je fais un métier, je vais pas dire que je fais un métier d'homme, mais je fais un métier où lorsque je croise une femme, limite je le coche sur mon calendrier parce que c'est la fête. Je suis régisseur son, je suis musicienne dans un style de musique où les femmes sont très peu représentées. Je fais de la musculation, en gros des activités que beaucoup considéreraient qu'une femme ne peut pas faire. Et dans toutes ces activités, j'ai été confrontée à une femme ne peut pas faire ça. Et donc pour beaucoup, en fait, ce sont des croyances populaires et des croyances qui vont venir peut-être me limiter. Je vais prendre l'exemple de la musculation. Par exemple, j'ai déjà entendu une femme ne peut pas soulever tel poids. Si jamais je le crois, en fait, forcément, je ne le soulèverai jamais ce poids. De la même manière, la croyance qu'une femme, si elle fait trop de musculation, elle va être trop musclée, etc., etc. Alors déjà, laisser les gens faire ce qu'ils veulent et vouloir ressembler à ce qu'ils veulent, mais clairement, c'est une croyance populaire qu'une femme, juste en soulevant la fonte, pourra ressembler à ça. Et donc, cette croyance populaire peut devenir une croyance limitante pour certaines femmes et les empêcher de faire des choses qu'elles aimeraient faire. Elles vont croire que c'est vrai, elles vont s'en convaincre elles-mêmes et ne jamais se lancer. J'ai pris l'exemple de la musculation, mais ça peut être un peu tout ce que vous voulez. Alors attention, là encore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les hommes aussi sont touchés par des croyances limitantes, certaines qui viennent également de croyances populaires. Voilà, je ne suis pas en train de dire que ça ne touche que les femmes, absolument pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je disais juste qu'au niveau des croyances populaires, ça touchait quand même plus les femmes. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur les croyances limitantes qui reviennent le plus souvent chez les auteurs. J'ai noté certaines auxquelles j'avais été moi-même confrontée, celles qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux, et il y a peu de temps, j'avais fait une story sur Instagram où je vous demandais de me donner vos propres croyances limitantes. Alors je les ai toutes notées, j'ai essayé de les regrouper, de les faire un peu se recroiser pour pas avoir une liste de 50 croyances. Là, je suis arrivée à une douzaine d'idées générales. Je vais vous les donner et vous donner un petit peu mon point de vue sur chacune d'entre elles. Comme d'habitude, il s'agit de mon point de vue, de mon analyse, de la façon dont moi je vois les choses. Si pour vous c'est différent, c'est un droit qui est le plus absolu. Inutile de me menacer de mort parce que j'interprète quelque chose différemment. C'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui parle, c'est mon point de vue. Si jamais les analyses que je fais de ces croyances limitantes peuvent vous aider et vous aident à les débloquer un petit peu, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, inutile de venir me jeter des pierres. Voilà. Alors, la première, mon livre est trop mauvais pour être publié. Ça revient très souvent. Alors, premièrement, trop mauvais, ça ne veut rien dire. Mauvais pour qui? Qui a défini que c'était trop mauvais? Souvent, c'est vous-même. Alors, ce que je veux vous conseiller dans ces cas-là, c'est tout simplement de vous confronter à l'avis de bêta-lecteur ou d'alpha-lecteur. Pour la différence entre les deux, je vous renvoie à ma vidéo sur la réécriture. Et en fait, ces lecteurs pourront éventuellement vous faire comprendre, alors que oui, il y a peut-être des choses qui ne sont pas idéales et qui pourraient être retravaillées, mais qui sauront aussi vous dire toutes les choses qui sont bien. Donc, cette première croyance, mon livre est trop mauvais pour être publié, hop, on la retire. Ensuite, mon roman n'est pas original. J'ai peur qu'on m'accuse de plagiat. Ça a déjà été fait, mais en mieux.
Je n'ai rien à apporter, il y a déjà tellement de livres géniaux. C'est plusieurs réponses que j'ai regroupées parce que pour moi c'est un peu le même thème. Alors, là encore, mon roman n'est pas original, mais aux yeux de qui? On a tous une définition de ce qui est original et ce qui ne l'est pas. Ça va dépendre de notre culture, ça va dépendre des choses auxquelles on s'intéresse. Là encore, c'est votre propre définition en fait, ce n'est pas celle des autres. Ensuite, le plagiat ou alors ça a déjà été fait, voire en mieux. On arrive à un moment en fait où avoir une idée 100% originale, personnellement, je n'y crois pas trop. On s'inspire tous soit de ce qui se passe autour de nous, soit de romans, soit de films, soit de bandes dessinées, de jeux vidéo, peu importe, mais en fait on s'inspire tous quelque part de quelque chose. Donc oui, dans nos romans, on va retrouver des choses qui ont déjà été faites. Et n'oubliez pas que même une même idée, écrite par deux auteurs différents, ça fera deux livres différents. Et puisqu'on parle de livres géniaux, etc., je vous rappelle juste là comme ça que des livres qui ont été adorés par la majorité, ça sera pas le cas de tout le monde. Je n'aime pas Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ensuite, une qui pourrait faire opposition à la précédente, mais en fait pas tant que ça. J'ai peur qu'on me pique mes idées. Alors certains auteurs ont cette croyance, et en plus de ça, ça les fait culpabiliser, parce qu'ils vont se dire, non mais attends, mais quelle prétention de penser que quelqu'un va être suffisamment intéressé par mes idées que je ne trouve au final même pas si géniales pour pouvoir les reprendre. Alors déjà, il faut savoir que ce genre de plagiat, ça arrive pas tous les jours et qu'il est tout simplement possible de protéger vos écrits. Tout simplement, protégez vos écrits et cette croyance paralysante, vous pourrez la mettre à la poubelle. La suivante, je n'arrive jamais à terminer ou je n'aurai jamais le temps de le faire. Je n'arriverai jamais à terminer. Pourquoi? Parce que quelqu'un vous l'a dit? Parce que vous en êtes persuadé? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'y arriverez pas? Parce que vous avez du mal à vous dégager du temps? Si jamais c'est ça la problématique, il va falloir travailler sur comment me dégager du temps. Si c'est parce que à des moments vous bloquez ou vous manquez de motivation, etc., là encore, c'est des problèmes classiques et il y a plein de façons en fait de contrer ces problèmes. Cette idée de se dire je n'arriverai jamais au bout, ça peut être une peur en fait du travail qui reste à accomplir et dans ce cas-là, c'est légitime. Oui, écrire un roman, ça prend du temps, c'est de l'énergie, ça peut être des sacrifices, mais il faut intégrer cette idée et une fois que vous allez avoir conscience en fait que oui, ça va vous prendre du temps et que oui, c'est normal et que c'est la même chose pour tout le monde, peut-être que ça vous permettra de ce je n'arriverai jamais au bout ou je n'aurai jamais le temps, et de la mettre un petit peu de côté. Et là encore, cette histoire de temps, je vous renvoie à ma vidéo sur la motivation et sur la façon dont moi je répartis un petit peu mes activités, mon échelle des priorités, mon échelle des envies. N'hésitez pas à la voir, ça vous donnera peut-être des petites pistes pour vous déculpabiliser ou à l'inverse, vous rendre compte que des fois vous vous dites tout simplement je n'ai pas le temps alors qu'en fait c'est juste que vous ne prenez pas le temps. Ensuite, j'ai l'impression que mes soucis sont différents des autres, du coup je n'y arriverai pas, je ne fonctionne pas comme les autres. Alors du coup là, ce que je vous ai dit sur la croyance précédente peut s'appliquer, le fait d'intégrer qu'il y a des vérités quand même qui concernent l'écriture, comme le fait que ça prend du temps, que ça demande de l'énergie et que ça peut demander des sacrifices, c'est le cas pour tout le monde. Si jamais il y a quelque chose, vous avez l'impression d'être le seul à être confronté à cette problématique, alors dites-vous bien que bien souvent c'est pas le cas. Et pour cela, pour vous aider à réaliser que c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller interroger d'autres auteurs sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. N'hésitez pas à leur envoyer des messages, à leur poser des questions. Ça vous permettra peut-être de réaliser que non, vous n'êtes pas le seul dans cette situation et que oui, on peut quand même y arriver malgré cette situation. Ensuite, j'ai eu une mauvaise critique, je suis un mauvais auteur. Alors, il y a certaines remarques précédemment qui étaient lorsqu'on était en train d'écrire un roman. Là, on a déjà publié un roman et on a un retour négatif et on va se mettre à croire que du coup on est un mauvais auteur et que du coup ça ne vaut plus la peine d'écrire. Pour ceci, je vais encore une fois rappeler Le Seigneur des Anneaux. Je n'aime pas du tout Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que ça fait de Tolkien un mauvais auteur? Il y a des milliers, mais c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes autour de la Terre qui viendront me dire le contraire. Un mauvais avis ne doit pas vous faire croire que vous êtes un mauvais auteur. Si jamais ça peut vous aider à relativiser, je sais que je suis pas la seule à faire ça puisque lors de la dernière interview avec Lucie Chaponnet, on en avait
parler. Lorsque je m'apprêtais à publier mon premier roman, Les Origines, pour me rassurer, je me suis dit tiens, je vais aller voir moi mes auteurs préférés et aller voir un petit peu si eux ont des critiques négatives. Donc je suis allée voir, je vous le donne en mille, les romans de Franck Tillier. Et alors là, moi j'étais tellement choquée quand j'ai vu que certaines personnes avaient mis des 1 sur 5 à Franck Tillier en écrivant même que si jamais ils avaient pu mettre 0, ils l'auraient fait. Ça permet de relativiser en fait et de se rendre compte que ce que vous considérez comme un chef-d'œuvre, et ben ça va pas être le cas de tout le monde. Le mauvais côté de toute cette histoire, c'est que je me suis dit non mais s'il y a des personnes qui mettent 1 sur 5 à Franck Tillier, mais moi qu'est-ce que mon roman va valoir? C'est une autre histoire, mais voilà, ça peut vous permettre de relativiser vis-à-vis des mauvais commentaires. N'hésitez pas à aller regarder les notes de vos romans préférés, ça vous permettra de relativiser. Croyance suivante. Ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas fait les études pour, je n'ai pas assez d'expérience pour le projet dans lequel je me suis lancée. Le coût des études, je vais vous parler de mon cas à moi. Je m'apprête à publier mon deuxième roman, je suis en train d'écrire une duologie et pourtant je n'ai fait aucune formation et mon cursus scolaire n'a rien de chez rien littéraire. J'ai fait un bac STI, électrotechnique. En première, j'ai passé mon bac de français, j'en avais même plus en terminale. Ma prof de français en première, elle a carrément râlé parce qu'elle avait une classe de STI. Pour vous dire. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de continuer à écrire, d'avoir publié un roman qui plaît, de m'apprêter à en publier d'autres. Alors, je ne dis pas avoir fait une formation littéraire, ça peut vous aider. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces notions, vous n'êtes pas capable d'écrire. Absolument pas. Voilà, là, je prends mon cas à moi, bien placé pour en parler, j'ai absolument pas une formation littéraire et pourtant, je suis en train d'écrire mon troisième roman. Ensuite, je n'ai pas assez d'expérience. Alors, remettez-vous en tête le nombre de premiers romans de certains auteurs qui ont cartonné, ou alors des auteurs qui, pour leur premier roman, se sont lancés dans des sagas, mais des fois énorme, que ce soit chez les auteurs auto-édités ou alors chez des auteurs qui ont été édités, certains très jeunes. Prenez par exemple Eragon, ça a été un énorme succès et pourtant l'auteur, lorsqu'il a commencé à écrire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait 16 ans, donc au niveau âge et au niveau expérience, beaucoup auraient pu dire « mais attends, il a pas ce qu'il faut », et ben pourtant si. Et comme je dis tout le temps, de toute façon, l'expérience, ça s'acquiert en écrivant. C'est en écrivant qu'on devient écrivain, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de recette magique. Je donne souvent des conseils, j'évite de donner des règles parce que bon, pour moi, il n'y en a pas, mais ça, c'en est quand même un peu une. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Voilà, il n'y a pas de secret. Ensuite, mon manuscrit fait débutant, ce n'est pas assez riche, j'écris mal, j'ai un mauvais style. Déjà, mauvais style, aux yeux de qui? C'était un conseil que je donnais dans ma vidéo 10 conseils auteurs, c'était le fait de ne pas vouloir avoir un style trop riche dans le sens trop pompeux, trop forcé, etc. 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 N'oubliez pas qu'on débute tous quelque part et que c'est en travaillant, c'est en s'entraînant, c'est en écrivant qu'on s'améliore. Tous, tout le monde. Là, il n'y a pas quelqu'un qui arrive, qui prend un crayon et qui, alors qu'il n'a jamais écrit, tout de suite nous pond quelque chose qui n'a pas besoin d'être retravaillé, retouché ou quoi que ce soit. Non, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement et c'est le cas pour tout le monde. Et en plus, en ce qui concerne le style, n'oubliez pas que d'une personne à l'autre, on va pas avoir les mêmes appréciations. Il y a des personnes qui vont aimer avoir un style qui va être très riche, avec des phrases très longues, etc. Mais pour autant, ça va pas être le cas de tout le monde. Et il y a des auteurs très expérimentés dont le style ne plaira pas. Ensuite, mon roman n'intéressera pas et ou ne plaira pas. Alors là, je vais vous dire un truc qui vaut pour pas mal d'autres croyances. Arrêtez de croire que vous pouvez savoir ce que vont penser les autres. Voilà, c'est tout. Vous n'en savez rien, vous n'êtes pas capable de prédire ce que les personnes vont penser de votre roman. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'intéressera pas qui. On a tous des goûts qui sont différents. J'ai envie de dire que chaque livre trouvera son lectorat. Alors peut-être que ça sera un lectorat totalement différent d'un autre auteur, mais c'est comme ça. Ça, c'est vraiment un fait qu'il faut intégrer. Votre livre ne plaira pas à tout le monde, votre livre n'intéressera pas tout le monde, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il n'est pas bien et qu'il ne plaira et n'intéressera personne. Absolument pas. Ensuite, croyance suivante. Je n'ai pas la légitimité de parler de certains sujets à cause de mon âge, de ma classe sociale, de mon groupe ethnique, etc. etc. Alors, cette question, c'est une question qui est hyper intéressante et je vais vous faire part de mon expérience, mais également de celle d'autres auteurs parce que ce sont des sujets avec lesquels j'ai déjà échangé avec des auteurs et c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes. Certaines personnes vont penser par exemple qu'elles ne vont pas
pas pouvoir parler. Je vais prendre le cas par exemple d'un personnage qui serait transgenre et certaines personnes vont se dire bah oui mais moi, je ne suis pas transgenre. Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Même si jamais c'est un sujet qui m'intéresse, est-ce que j'ai cette légitimité? Alors là, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais j'ai envie de dire que oui, sous certaines conditions. Oui, dans le sens où, encore heureux, on a le droit de parler de choses qui nous intéressent. Cependant, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit et ne pas faire passer dans notre roman quelque chose comme si jamais c'était une vérité absolue. Je m'explique. Par exemple, ne pas dire cette personne transgenre a rencontré tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, parce que toutes les personnes transgenres rencontrent tous ces problèmes. Déjà, ça serait faire une généralité et je trouve ça dommage. Et en plus de ça, dans la mesure où nous, on n'a pas été confrontés nous-mêmes à ces problèmes, c'est un petit peu délicat d'affirmer quelque chose de cette façon. Alors, ce que moi, je vous conseillerais de faire, et pour en avoir discuté, alors je prends le cas des personnes transgenres, parce que c'est des conversations que j'ai déjà eues avec des auteurs transgenres, et ben en fait, ce que eux vous conseillent, et je trouve ça très juste, et ben c'est de poser des questions. C'est de vous renseigner, de ne pas avancer quelque chose comme si jamais c'était vrai, parce que même si c'est ce que vous croyez, eh ben ce n'est peut-être pas forcément véridique. Et éventuellement, vous faire relire par une personne transgenre pour qu'elle puisse vous dire, bah écoute, ça, oui, c'est quelque chose à laquelle j'ai été confrontée, ou alors, bah écoute, ça, moi, je n'y ai jamais été confrontée, par contre, c'est quelque chose qui peut se passer. Ou alors, bah écoute, ce truc-là, en fait, c'est une idée reçue qu'ont la plupart des gens, mais en fait, c'est faux. Donc voilà, cette question de légitimité à parler de sujets qui ne nous concernent pas de prime abord, moi je pense que c'est bien de vouloir parler de ces sujets. Je pense qu'il est important de ne pas oublier qu'on est libre de parler de sujets qui nous intéressent, mais je pense aussi qu'il est intéressant de se renseigner, et ça en fait c'est quel que soit le domaine, hein, quel que soit le sujet, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de personnes qui sont concernées, déjà pour éviter de vous montrer insultant avec certaines personnes, alors des fois même sans le vouloir, ou alors tout simplement d'avoir un roman qui n'est absolument pas réaliste, parce que ce que vous racontez, c'est tout simplement une idée que vous vous faites vous, ou alors des idées reçues que vous avez constamment, et en fait, eh ben, ce n'est pas du tout ça. Donc voilà, je sais que cette question, elle revient souvent, c'est pour ça que je prends un petit peu le temps d'y répondre. Encore une fois, ça n'engage que mon avis, chacun sera libre d'avoir le sien, mais voilà, c'est mon opinion sur notre légitimité à parler de sujets ou d'autres. Dernière croyance, je ne suis pas crédible, on va se moquer de moi parce que j'écris. La crédibilité, c'est tellement subjectif. Crédible aux yeux de qui? Crédible par rapport à quoi? Il y aura toujours des personnes qui se moqueront, qui vous critiqueront, qui vous rabaisseront. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Mais par exemple, si vous craignez que des proches, par exemple des amis, se moquent de vous à partir du moment où vous allez leur dire j'écris, alors c'est un conseil que j'ai déjà donné dans une autre vidéo, mais changez de pote, sérieux quoi. Si jamais votre meilleur ami se met ouvertement à vous rabaisser et à se moquer lorsqu'il apprend que vous écrivez, voilà. Hein. Je suis revenue sur les croyances limitantes qui revenaient souvent chez les auteurs en vous donnant un petit peu mon point de vue. Maintenant, on va revenir de manière générale sur quelques conseils qui peuvent permettre tout simplement de se défaire un petit peu de ces croyances limitantes et de faire en sorte qu'elles nous bloquent moins que ce qu'elles faisaient jusqu'à présent. Alors, l'étape numéro 1 est peut-être la plus difficile, c'est de repérer ces croyances limitantes, de les repérer, de les identifier et éventuellement de les lister. Vous savez à quel point j'aime les listes, mais lister les choses, ça aide souvent à faire le point et à mettre les choses à plat. Une fois cette étape réalisée, on va essayer d'accepter que ces croyances limitantes sont des croyances limitantes afin de pouvoir les analyser et de les comprendre. Alors cela va impliquer à un moment donné qu'il va falloir arrêter de les fuir. Il va falloir accepter l'idée qu'il va falloir s'y confronter une bonne fois pour toutes, même s'il est bien souvent beaucoup plus simple de garder ses œillères et de faire comme si jamais ces croyances n'existaient pas. En gros, il va falloir sortir de notre zone de confort, zone dans laquelle les croyances limitantes aiment nous tenir enfermés. Une fois cette liste effectuée, on va venir se poser la question pour chacune de ces croyances limitantes de est-ce réel? Il va falloir essayer dans chaque croyance de démêler un petit peu le vrai du faux. Alors attention, faire cet exercice va potentiellement vous pousser à vous remettre en question. Parce que si certaines croyances limitantes sont complètement fausses, complètement erronées, viennent d'on ne sait où et n'ont pas lieu d'être, certaines autres croyances cachent peut-être certaines choses sur lesquelles, sans être 100% véridiques, qu'on soit bien d'accord, mais elles vont peut-être vous permettre de mettre le doigt sur certaines choses sur lesquelles vous allez
pouvoir travailler. Et donc il sera beaucoup plus intéressant de travailler sur ces points plutôt que de rester persuadé que certaines choses sont totalement vraies et qu'elles vous bloquent complètement. Une fois qu'on aura fait le point sur chacune de ces croyances, l'idée va être de venir les débunker. En gros, de les prendre point par point et de comprendre pourquoi elles sont complètement fausses, de venir les contredire. Alors, pas pour le plaisir de les contredire, mais tout simplement pour comprendre justement pourquoi elles n'ont pas lieu d'être. Prenons un exemple qu'on a vu précédemment. Mon roman n'intéressera personne. Alors là, c'est pas très compliqué de chercher un moyen de la contredire. Mon roman n'intéressera personne, ce n'est pas réel. Pourquoi ce n'est pas réel? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas la capacité de voir l'avenir et de savoir ce que les gens penseront dans le futur. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas cette capacité et je doute que vous l'ayez également. Et ensuite, pour chacune de ces croyances, une fois qu'on aura démontré qu'elles sont fausses, l'idée va être de trouver une contre-croyance. En gros, de trouver quelque chose qui va venir contrebalancer. Donc si on reprend toujours ce même exemple de mon roman ne plaira pas, mon roman n'intéressera pas, la contre-croyance, qui est un fait, c'est chaque livre intéresse quelqu'un. Chaque œuvre trouvera son lectorat. Et de la même manière, chaque œuvre n'intéressera pas certaines personnes. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui est réel et c'est là-dessus que vous devez vous focaliser plutôt que sur mon roman n'intéressera pas et de vous arrêter à ça sans chercher à voir plus loin. Alors après, il va falloir essayer de se focaliser sur le positif en vous concentrant justement sur ces contre-croyances, mais également sur tous les autres petits éléments qui pourraient booster un petit peu votre confiance en vous afin de rester concentré sur ces contre-croyances. Par exemple, toujours le même exemple de mon roman n'intéressera pas, vous avez posté un mood board ou alors une citation par exemple de ce roman, des personnes ont aimé, des personnes ont commenté par exemple sur les réseaux sociaux, et bien c'est la preuve que ce que vous avez à proposer peut intéresser les gens. Focalisez-vous là-dessus. Alors se forcer à rester positif, je sais que c'est très difficile. Chacun a sa méthode, certaines méthodes marchent pour certains et pas pour d'autres. Par exemple, je sais que ma grand-mère me répétait tout le temps la méthode Coué, la méthode Coué, la méthode Coué. Il y a d'autres personnes qui vont fonctionner avec la loi de l'attraction. Pour résumer brièvement, la loi de l'attraction, c'est tu attires ce que tu appelles. Grosso modo, si tu te concentres sur le négatif, tu appelleras le négatif, et si tu te concentres sur le positif, c'est le positif qui viendra à toi. Je résume globalement, parce que l'idée n'est pas de faire une vidéo sur la loi de l'attraction. De la même manière, il y en a d'autres qui vont pratiquer cette méthode anglo-saxonne du fake it until you make it. Grosso modo, fais semblant jusqu'à ce que tu y parviennes. Alors, l'idée n'est pas de faire comme si jamais vous étiez quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'il faut toujours rester authentique et faire ce qui nous convient à soi. L'idée est de se forcer un petit peu à se concentrer sur le positif, même si jamais c'est un peu contre nature, parce qu'à force, en fait, ça deviendra plus naturel et il sera beaucoup plus évident de se concentrer sur le positif que sur le négatif. N'oubliez pas également que j'ai fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur qui peut être vraiment très lié à ces croyances limitantes. Je vous parle de mon expérience, je vous donne des conseils pour apprendre à vivre avec. N'hésitez pas à aller la regarder, elle pourra vraiment compléter cette vidéo aussi. Je vais revenir sur un petit élément que j'ai abordé tout à l'heure lorsque je revenais sur les croyances des auteurs. C'est cette idée que nous sommes les seuls à être confrontés à nos problématiques. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Alors pour se défaire un petit peu de cette idée, qui est une idée qui revient très souvent chez les personnes qui ont des croyances paralysantes, eh bien n'hésitez pas à aller chercher des profils auxquels vous allez pouvoir vous identifier. Je sais que Christelle Le Bailly, c'est quelque chose qu'elle fait, c'est quelque chose qui lui a permis de gagner confiance en elle, c'est de voir des personnes qui justement étaient confrontées à ces mêmes problématiques et de voir que ces personnes y étaient arrivées. Arrêtez de croire que vous seul avez ce problème. Je sais bien, il y a certains problèmes qui sont vraiment très spécifiques. Dans la plupart des croyances limitantes générales, ce sont des problématiques auxquelles on est beaucoup à être confronté et le fait de voir que d'autres personnes y sont confrontées et y parviennent peut être inspirant, peut être motivant. Donc n'hésitez pas à aller chercher les profils auxquels vous pouvez vous identifier pour gagner confiance en vous. Et enfin, je suis la première souvent à dire allez vas-y maintenant, on se bouge, on y va, mais n'oubliez pas que chaque personne fonctionne à son rythme et que analyser ses problèmes et apprendre à les gérer, eh bien ça prend du temps et ça peut varier d'une personne à l'autre. Il peut être difficile
et long de se débarrasser d'une croyance limitante qui nous suit depuis 30, 40, 50 ans. Arrêtez d'écouter les autres. Alors oui, je sais, ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et ça pourrait être en fait le sujet de toute une série de vidéos tellement il y a de choses à dire là-dessus. N'hésitez pas à votre tour dans les commentaires à me dire si vous vous êtes reconnu dans certaines des croyances limitantes que j'ai citées. S'il y en a d'autres que vous voulez aborder, n'hésitez pas à les noter. J'y répondrai, peut-être que d'autres personnes vous donneront des conseils, vous donneront leur avis. Soyez bienveillants dans la rubrique des commentaires, c'est hyper important de ne pas venir rabaisser encore plus des gens qui pourraient douter d'eux, qui pourraient manquer de confiance en eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant, je vous dis bon courage et à bientôt!